Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir François et Stéphane. Hello. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec moi. On va commencer tout simplement. Je vais vous remercier, M. Bergeron, d'avoir accepté de venir nous rencontrer ce soir. Stéphane Bergeron, qui est député de Montarville, et puis François Doucet, que les gens connaissent parce qu'il est le président et fondateur d'ADA. C'est tout un honneur pour moi de vous avoir tous les deux. Je me sens comme si j'avais gagné la loterie. François, c'est peut-être nous qui avons gagné la loterie en étant avec vous ce soir. C'est possible. Hey, dans mon État, ici en Caroline du Nord, ils ont une loterie. Tous les gens qui se font vacciner peuvent gagner $1 million et ils l'ont fait tirer aujourd'hui. C'est vrai? Oui, il y a eu une première gagnante d'1 million. C'est beaucoup d'argent. François, fondateur des éditions ADA, écrivain, et aussi, bon, malheureusement, tu as été impliqué dans l'histoire, dans l'affaire Hansel et Gretel. Je voulais te souhaiter bienvenue, particulièrement parce que, bon, je sais que tu es quelqu'un, les mots qui te définissent le plus pour moi, c'est famille et intégrité. Alors, merci d'être là. Est-ce que tu voudrais te présenter un petit peu pour les gens qui te connaissent moins et qui nous écoutent? Parler un petit peu de toi. J'ai fondé les éditions ADA il y a plus de 30 ans. C'était mon 3e livre. Personne n'en voulait l'éditer. C'est comme ça que les éditions ADA sont nées. C'est Miguel. Je me souviens très bien, à la première porte ouverte, d'avoir conté cette histoire-là, puis Stéphane était dans mon bureau. Je me souviens de ça. Je pense que Stéphane s'en souvient encore. Oh oui, absolument. C'est ça l'histoire d'ADA. C'est le 2e livre, c'est Colombe Plante. Que j'allais suivre des cours de cuisine végétarienne. J'ai pogné ses feuilles de cuisine, puis c'était un autre best-seller. On a passé à blablabla dans le temps. ADA, c'est une famille sur des coups de cœur. C'est une maison, c'est un groupe de maisons d'édition maintenant qui fait partie de la relève encore avec les jeunes qui poussent. J'ai 2 de mes 4 garçons avec moi encore. C'est un peu ça, là. C'est des gens simples. On va peut-être accueillir un jour un grand auteur qui a déjà été député. Je vais peut-être en avoir un demain qui va signer un député du Québec, sans le nommer. Il va peut-être s'embarquer avec nous autres. C'est une grande famille qui était spécialiste jusqu'aux événements en traduction, qui faisait beaucoup de traductions de best-sellers américains. Puis après les événements, on a dû reformuler tout ce qui était, parce que on a tout perdu à cause d'être accusé de produire et distribuer de la pédophilie. C'est la pire chose qu'on peut dire de quelqu'un. ADA s'est refait. Et je fais partie des auteurs de la relève québécois, puis j'en suis très fier. Merci, parce que vous êtes très dynamique. ADA, des sorties incroyables. Vous avez vraiment un catalogue impressionnant. C'est grâce à la jeunesse maintenant. Il faut donner à LP, Simon, Mathieu, Nicolas Doucet. C'est eux autres les grands visionnaires. Moi, je suis plus gestionnaire maintenant. Mais écoute, la jeunesse, elle bâtit sur ce que 30 ans d'efforts de Papa François. Alors, c'est... Monsieur Bergeron, Stéphane Bergeron, député de Montarville, Bloc québécois. Moi, j'ai votre feuille de route ici que je trouve très impressionnante et j'aimerais mentionner certaines de ces choses-là. Bon, vous avez été député de Verchères, ministre de la Sécurité publique, chevalier de l'ordre de la Pléiade. Alors, vous êtes quelqu'un d'impliqué dans la politique depuis toute votre carrière. Je veux dire, vous en avez fait une carrière. Alors, c'est très impressionnant. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir. Ben, le plaisir est pour nous, tout simplement parce que vous avez été le plus grand défendeur de Yvan Godbout, de la famille Doucet, ADA, du milieu de la littérature, en vous levant et en vous impliquant dans cette histoire-là qui n'avait pas de sens du tout. Merci beaucoup. Et ma première question, est-ce que l'affaire Hansel et Gretel, quand ça s'est produit, qu'est-ce qui vous a permis de vous impliquer? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer dans une telle histoire? Bien, François faisait référence au fait que lors de la première journée porte ouverte de ADA,
Moi, j'étais un fan fini des journées portes ouvertes d'ADA. J'en ai pas manqué beaucoup. Puis quand je les ai manquées, c'est généralement parce que j'avais véritablement un empêchement majeur qui faisait en sorte que je ne pouvais y prendre part. Je suis le genre de gars, quand on m'abandonne dans une bibliothèque ou dans une librairie, c'est comme un enfant dans un magasin de bonbons. Ma conjointe sait que quand je débarque dans une librairie, elle me perd pour des heures parce que je bouquine, j'aime feuilleter les livres. Pour moi, j'ai une relation. C'est sûr que tout le mouvement des versions électroniques, ça prend de l'ampleur, mais j'ai une relation euh, presque sensuelle avec le livre, c'est-à-dire qu'on y touche, on tourne les pages, on le sent, et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'absolument fantastique, le contact avec les livres, et donc, quand j'ai su qu'il y avait une petite maison d'édition, que j'ai une petite maison d'édition, c'est l'une des plus grandes au Québec, mais malgré tout, dans un édifice relativement modeste sur le boulevard Lionel Boulet, mais j'étais très fier, puis j'avais le goût de connaître cette équipe, de connaître leur réalité. Et donc, je participais assidûment aux journées portes ouvertes et je me suis lié d'amitié au fur et à mesure avec François, avec plusieurs membres de son équipe, de son personnel, certains des auteurs. Et c'est devenu, d'une certaine façon, des membres de la famille élargie. Et lorsque j'ai appris ce qui arrivait à ADA et à l'auteur Yvan Godbout, que je connaissais pas à ce moment-là, je me suis dit, il y a comme quelque chose d'un peu inacceptable dans tout ça, parce que je trouvais, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je trouvais cette histoire totalement inacceptable. D'abord, le fait qu'on s'en prenne à des gens qui n'ont voulu de mal ni fait de mal à qui que ce soit, parce qu'il faut se souvenir qu'il n'y avait aucune victime Mhm. dans cette histoire. Donc, des gens honorables, quant à moi, qui ne méritaient pas cet opprobre que faisait peser sur eux le gouvernement du Québec par le biais du ministère public. Et ce qui me préoccupait également, au-delà du sort personnel de François, de Nicolas, de Yvan, c'était la menace que pesait cette poursuite sur la liberté d'expression au Québec et au Canada. Parce qu'il faut être conscient du fait qu'à partir du moment où un auteur comme Yvan Godbout, une maison d'édition comme ADA, était ou pouvait être reconnu coupable d'une infraction au code criminel, aussi curieux, aussi invraisemblable cela puisse paraître, ben on crée un précédent, on crée une jurisprudence qui fait en sorte que dorénavant, des auteurs pourraient décider de ne pas écrire ce que leur inspiration leur dictait, de crainte d'une poursuite de la part de l'État québécois. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans d'autres régimes de la censure. Et on ne peut pas imaginer dans un régime démocratique que l'État se livre à de la censure. Et là, je veux qu'on me comprenne bien, là. Je parle pas d'ouvrages comme celui de l'auteur français là, Metsev, si je me souviens bien, là, qui raconte ses exploits avec des enfants et qui semble fier de cela. Pour moi, ça, c'est une littérature qui est totalement inacceptable dans une société démocratique. Une société démocratique, quand on parle de liberté d'expression, on ne veut pas dire que tout peut être dit sans la moindre limite, sans la moindre contrainte. Il existe, même dans une société démocratique, des balises à la liberté d'expression. On ne peut pas promouvoir, par exemple, des discours haineux. On ne peut pas proférer des menaces. On ne peut pas faire de faux témoignages qui ont une implication sur la réputation d'autrui. Ce sont les paramètres existants à la liberté d'expression dans une démocratie. Mais là, il y avait un danger de nouveaux paramètres. Et ces nouveaux paramètres étaient extrêmement inquiétants parce qu'ils venaient, pour ainsi dire, limiter la liberté artistique des créateurs. Puis là, on ne parle pas simplement des écrivains, on parle des scénaristes, on parle des créateurs d'émissions de télévision, de films,
Donc, la portée de cette affaire était considérable pour la liberté d'expression au Québec et au Canada au sens large, mais plus particulièrement pour la liberté artistique au Québec et au Canada. Et ça m'était doublement insupportable. Et c'est l'une des autres raisons pour lesquelles, dans la préface, les éditions ADA et Yvan Godbout m'ont fait l'honneur de me demander de signer une préface dans la nouvelle édition de Hansel et Gretel. Et j'ai donné au moins 5 raisons qui m'ont amené à me lancer dans cette histoire, corps et âme, tête baissée, sans trop savoir ce qui m'attendait. Parce qu'évidemment, une des raisons pour lesquelles bien peu de personnes ont pris la parole dans cette histoire, c'est le fait que bien peu de gens voulaient se voir accolés à une histoire de soi-disant pornographie juvénile. Ce sont des termes qui sont extrêmement lourds à porter. Et j'ai beaucoup d'estime et d'empathie pour Yvan, pour Nicolas, pour François, pour la maison d'édition, parce qu'on leur a accolé, probablement pour longtemps, ces deux termes qu'ils ne méritaient aucunement. Et il y a bien des gens qui se sont dit, ben non, c'est pas vrai que je vais me mêler de ça, puis que on va me dire que je défends la pornographie juvénile, alors que c'était pas du tout de ça dont il était question, parce que les articles du Code criminel étaient un peu contradictoires. Je dis étaient parce qu'ils sont maintenant invalidés par le jugement du juge Blanchard. Ils n'existent plus dans le Code criminel canadien dorénavant grâce à ce jugement. Mais ils étaient un peu contradictoires parce qu'ils disaient que toute représentation, et là on pouvait entendre même fictive, toute représentation d'un acte sexuel impliquant des enfants était jugée illégale. Mais il y avait une autre disposition qui disait que ça ne s'appliquait pas aux créations artistiques. Et il y avait donc une contradiction et je pense que l'objectif du DPCP était d'essayer de clarifier cette question, de faire une espèce de test. Un test Et un test juridique. Et on a donc, je pense, sans la moindre, de façon froide et sans la moindre, le moindre état d'esprit ou le moindre état d'âme à l'égard des personnes impliquées, on a décidé délibérément de ne pas s'en prendre à une maison établie depuis longtemps, comme par exemple Flammarion ou Gallimard ou quelque autre maison connue depuis longtemps. Et non pas également à un auteur comme Sénécal, par exemple, qui aurait pu écrire des choses tout à fait semblables et qui les a probablement déjà écrites. Mais on a choisi de s'en prendre à Yvan Godbout, un auteur alors plutôt méconnu, c'est plus le cas maintenant, et à la maison d'édition ADA, moins connue, pas nécessairement petite, comme je le disais tout à l'heure, mais moins connue, et à l'époque, parce qu'elle est maintenant très connue. Donc, comme dit l'adage, à toute chose, malheur est bon. Il faut trouver le positif dans une histoire aussi horrible. Mais il y avait aussi ce sentiment d'injustice, ce sentiment qu'on avait choisi un peu froidement, sans égard aux conséquences des gens, pour faire un test juridique, pour faire pour faire valider des articles là, qui pouvaient, à première vue, apparaître contradictoires dans le code criminel. Et ça m'apparaissait totalement inadmissible que l'État puisse se livrer à un exercice avec nos taxes et nos impôts, notamment ceux de Yvan Godbout, ceux de François Doucet, de Nicolas Doucet, des éditions ADA, pour faire un test pour voir la validité des articles de loi. Je pense qu'il y a d'autres façons de procéder sans ruiner la réputation de gens
ou risquer de ruiner la réputation de gens. Donc, faire une histoire courte avec une histoire longue, c'est un petit peu tout ça qui m'a amené à me lancer dans cette histoire. Et il y avait une opportunité. Quand François m'a téléphoné pour me parler de ça, j'étais au départ je me sentais un peu démuni parce que je suis pas avocat. Je savais pas par quel bout prendre l'affaire pour les aider, mais le hasard a voulu que quelques jours plus tard, c'était l'étude des crédits du ministère de la Sécurité publique dont j'avais été le ministre et je me suis dit, je vais aborder cette question. Je vais poser la question au directeur de la Sûreté du Québec, qui était à l'époque Yves Morancy, qui est un de mes anciens sous-ministres associé au ministère de la Sécurité publique, qui remplaçait Martin Prudhomme comme directeur général de la Sûreté du Québec. Et je lui ai donc posé la question. Je lui ai dit, est-ce qu'on est revenu à l'époque du duplessisme où on avait des livres à l'index au Québec, puis que la police se livrait aux activités politiques du gouvernement pour retirer des étals les livres qui étaient mis à l'index par le pouvoir public et religieux. Est-ce qu'on est revenu à cette époque-là? Et la réponse, au départ, s'est faite plutôt rassurante en disant que ce n'est pas sous sa direction que la Sûreté du Québec allait se livrer à de la censure, puis que c'est pas parce qu'il y a une plainte, puis qu'une enquête, que ça se traduit nécessairement en poursuite. Et bien, quelques mois plus tard, il y a eu effectivement poursuite, mais à ce moment-là, je n'étais plus député. Et François m'a rappelé et je me sentais encore plus démuni parce que là, j'avais plus cette tribune parlementaire pour faire valoir le point de vue de celles et ceux qui défendent la liberté d'expression. Et je pense que les parlementaires au premier chef sont ceux et celles sur lesquels on compte pour pouvoir défendre la liberté d'expression dans une démocratie. Et je n'avais plus cette tribune. Mais j'avais encore ce réseau de gens qui me suivaient. J'avais, j'avais ma voix, j'avais ma plume pour me permettre de continuer à influencer. Puis bien modestement, j'ai mis ma plume à ce moment-là au service de la cause de la liberté d'expression, au service de la cause de Yvan Godbout et des éditions ADA. Et je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais ça venait tellement me chercher que j'ai pas pu faire autrement que de le faire. Ben, on J'ai est été le vraiment. seul député, seul politicien, la seule personne à se lever debout malgré des accusations terribles qu'Yvan, ADA, Nicolas et moi, on était la seule. Après ça, il y a eu des gens qui se sont levés, mais c'est grâce à Stéphane. C'était vraiment notre Don Quichotte. Là. Ouais. Sauf que là, c'était des ennemis plus dangereux que des moulins à vent. Avec des larmes, tu sais. Non, non, écoute, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Puis je serai toujours très, très reconnaissant de son amitié, de Mais, sa candeur. mais là-dessus, puis j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, Sylvain, puis j'ai déjà eu l'occasion de le dire à François, de le dire à Yvan. Ça a l'air peut-être bien extraordinaire ce que j'ai fait, mais de mon point de vue, c'était tellement naturel. Je veux dire, écrire pour moi, c'est facile. Exprimer mes opinions, pour moi, c'est facile. Euh, évidemment, il y avait cette question des possibles répercussions pour moi sur le plan personnel. J'allais Mais, dire, oui. mais évidemment, je me suis fait poser la question à un moment donné par Richard Martineau, puis je salue Richard Martineau parce que ça a été également l'un des rares à prendre la parole publiquement pour défendre Yvan Godbout et les éditions ADA. Je me souviendrai toujours de la première entrevue que je lui ai donnée, où je suis débarqué dans son studio avec un extrait de Hansel et Gretel. Et là, il me disait, au fond, j'ai une œuvre qui potentiellement de pornographie juvénile entre les mains. Pourrais même, il pourrait même, ça pourrait même être illégal que j'ai cet ouvrage entre les mains. Mais je lui ai dit, oui, ben vous voyez effectivement jusqu'où cette cause peut aller parce que à partir du moment où on a une œuvre illégale entre les mains en Hansel et Gretel, euh, je sais que Yvan, pas Yvan, mais François a fait produire par ses conseillers juridiques toute une liste d'ouvrages
qui contenait des scènes de rapports sexuels impliquant des enfants et qui aurait pu tout à coup être autant d'ouvrages illégaux entre les mains des gens où l'État aurait pu littéralement se livrer à une chasse aux sorcières pour retrouver les œuvres à l'index dans les bibliothèques des gens. Mais voyez-vous où est-ce que ça aurait pu nous mener? Mais quoi qu'il en soit, Martineau avait l'air complètement ébahi de voir qu'il y avait un ouvrage sulfureux entre les mains. Et un moment donné, l'entrevue se termine, puis moi, je sors du studio, puis là, je suis en train de ramasser mes trucs dans l'espèce de petit salon où on attendait. Puis là, il revient de la pause et il prend l'ouvrage de Yvan et il se met à en lire en ondes des passages. C'était vraiment une transgression de l'interdit absolument extraordinaire et je veux saluer Richard Martineau et le fait qu'il ait pris la parole publiquement pour défendre Yvan Godbout, défendre les éditions ADA et la famille Doucet, parce que là encore, bien peu l'ont fait. Je pense que beaucoup l'espéraient, secrètement, silencieusement, mais sans vouloir se compromettre et compromettre leur réputation. Mais je reviens à la question, une des questions que m'a posée Richard Martineau dans le cadre de cette entrevue, c'est s'il s'avérait que dans le cadre des perquisitions, on avait trouvé du matériel pornographique dans les appareils d'Yvan Godbout. Et là, je l'ai arrêté immédiatement. J'ai dit, là, on parle d'autre chose. Là, on parle carrément d'autre chose. Il n'y a rien qui nous permet de penser, et on sait maintenant que c'était effectivement le cas, qu'il n'y avait rien dans les ordinateurs d'Yvan Godbout. Il n'y avait aucune photographie, aucun texte, il n'y avait rien lié à la pornographie juvénile de quelque façon que ce soit. Mais si ça avait été le cas, on aurait été dans un autre univers. Mais là, ce dont il était question, tout simplement, c'était les quelques passages que contenait Hansel et Gretel, où on décrivait, mais c'était absolument capital pour comprendre la psychologie des personnages, pour la suite de l'intrigue, où on décrivait de façon assez brève et succincte le viol, entre autres, de la petite fille par son père, qui n'est pas bien traité par l'auteur. L'auteur ne lui donne pas le beau rôle. Et encore une fois, sans vouloir jouer le divulgateur pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu Hansel et Gretel, et je vous invite à le faire rapidement, non seulement en le lisant, vous allez prendre connaissance d'une histoire absolument fascinante, mais vous allez en plus poser un geste clair, précis, net contre la censure, contre la tentative de l'État québécois de censurer les artistes. Alors, je vous invite à le faire, mais sans vouloir jouer les divulgateurs, je vous dirais simplement, et je ne vais pas aller plus loin, que le violeur, ça se termine pas nécessairement très bien pour lui. J'en dis pas plus. En effet, je confirme. Merci beaucoup pour votre réponse. François, si on recule en 2016 ou 2017, quand le projet a vu le jour, les contes interdits, tu avais lu les romans avant qu'ils sortent? Est-ce que tu avais lu les manuscrits? Non. C'est la nouvelle génération. Je l'ai dit en cours, là. C'est la nouvelle génération qui avait emmené de l'horreur. J'étais tout à fait d'accord parce qu'on voulait prendre une tangente 100% québécois. C'était dans se diversifier. Il ne faut pas oublier qu'ADA faisait de tout, des livres de cuisine, des romans, Star Trek, Divergence, le film, c'était nous autres. On avait encore les droits de T-Baron. T-Baron qui était signé par Disney, mais avant ça avait été signé par 2 autres maisons d'édition, le Jeune Merlin. On se définissait comme vraiment une maison multiculturelle. On faisait complètement de tout. On avait même des jeux de tarot. T'sais, on avait vraiment, vraiment de tout chez Léa. On était vraiment... j'aurais pas lu, mais j'ai trouvé ça... je l'ai lu 13 fois après ça.
13 fois. Me permettez-vous, Sylvain, de dire un petit mot là-dessus? Oui. Parce que je sais que des gens ont jugé François pour ne pas avoir lu Hansel et Gretel avant de l'avoir publié. Et là, je me permets un commentaire. Est-ce que vous pensez vraiment que le patron de Gallimard ou de Flammarion lit chacun des textes qui lui sont soumis avant publication? Il y a des éditeurs dont c'est le travail à l'intérieur des maisons d'édition. Et c'est eux qui font ce travail. Et ultimement, le patron doit trancher lorsque les éditeurs se posent des questions ou demandent. Mais autrement, le patron de la maison d'édition ne lit pas tous les manuscrits qui lui sont soumis. Et moi, je tenais à faire cette précision-là. Puis je vous remercie, Sylvain, de poser la question parce que c'est vraiment une des questions qui a fait controverse. Il y a des gens qui en ont fait le reproche à François, puis je trouve que là encore, c'est un reproche largement immérité parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne dans le monde de l'édition. Moi, j'ai l'air de quelqu'un qui s'y connaît particulièrement, mais il en demeure pas moins que du peu que je connaisse du monde de l'édition, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on peut pas s'attendre à ce que François Doucet soit le seul patron d'une maison d'édition qui lise tous les manuscrits qu'il va publier. Ça fonctionne pas comme ça dans ce monde. Non, surtout que chaque collection a un directeur littéraire qui va lire seulement les livres de sa propre collection. C'est vrai, c'est un très bon point. Merci beaucoup d'avoir apporté cette clarification-là. Tu sais, Stéphane, je voudrais souligner que LP Sicard, Simon Rousseau, Christian et Yvan, les quatre ont travaillé sur les 4 premiers manuscrits et les 4 ont donné leur accord. C'est sûr, c'est Simon. Mais Simon s'en est voulu tout le monde. Mais moi, je l'ai lu. Puis j'ai lu Le Marquis de Sade. Quand on lit Les enfants du chacal dans Hébert, il y a des passages plus controversés que ça avec des enfants. C'est même le juge Blanchard a parlé d'Anne Hébert. Fait que, tu sais, c'est comme. Non. Non, non. Non, en fait, Simon ne doit pas s'en vouloir parce que il a permis à une œuvre de qualité, qui a d'ailleurs été mise en nomination pour le prix Boréal. Alors, donc, moi, je pense que c'est une œuvre de grande qualité et elle devait être publiée. Et la beauté de la chose, c'est que la justice a donné raison et à Yvan, et à la maison d'édition, et à Simon Rousseau. Absolument. Oui. Puis ça a vraiment changé les choses que quand les livres qui ont été publiés après, en tant qu'auteur, on s'est demandé, je me souviens d'avoir reçu un message de Simon, et puis bon, quel âge ton personnage? Est-ce qu'elle a au moins 18 ans? Parce que maintenant, ça va être qui le prochain? Est-ce que je vais recevoir un appel? Est-ce qu'un autre écrivain va recevoir un appel? Il n'y en aura pas de prochain. Les articles n'existent plus. Maintenant, on là, sait. Il va y avoir le jugement des lecteurs. Oui. Il va y avoir le jugement des lecteurs, mais les auteurs se sont toujours soumis au jugement des lecteurs. C'est pas une nouveauté, là. Depuis que l'écriture existe, depuis que la littérature existe, les auteurs se soumettent au jugement des lecteurs. Et c'est au fond le seul jugement auquel doivent se soumettre les auteurs. Évidemment, si on ne transgresse pas les limites convenues à la liberté d'expression, puis j'y ai fait référence tout à l'heure. Et ça, ce ne sont pas des limites qui viennent contraindre, si je puis dire, la liberté artistique. Mais au-delà de cela, c'est au lecteur de faire leur choix. Oui, en effet. Et je vois un message de Mathieu Fortin chez ADA qui spécifie que ça prendrait plus qu'une vie pour lire tout le catalogue de la maison d'édition avec quoi? 300 sorties par année. Exact. C'est incroyable. François, une autre question. Comment tu as appris qu'il y avait cette poursuite-là ou l'arrestation de Nicolas? Écoute, j'ai appris ça, j'étais en camping, moi. Fait que la première fois. Et la deuxième fois, quand ils sont venus arrêter le nouveau Nicolas, j'étais au dojo à Sainte-Julie. Fait que là, j'ai dit, j'étais en train de pratiquer, j'ai dit, Nicolas, dis-leur, je m'en viens, là. C'est pas toi qui pars, c'est moi, là. Mais il était déjà parti avec lui avant que j'arrive. Pourtant, j'étais vraiment pas loin, là. Fait que c'est comme ça que je l'ai appris. Moi, j'ai trouvé ça très déchirant de faire vivre ça à mon fils. Parce que, tu sais, lui, il sortait de l'armée, il n'a jamais rien fait
comme moi, je n'ai aucun dossier criminel. La seule chose qu'on peut me reprocher dans la vie, c'est quelques PV de vitesse. Je ne sais pas si vous en avez eu, vous autres, mais moi, ça m'est arrivé quelques fois de revoir. Non, voyons donc. C'est ça c'est la seule chose. Là. Moi, je suis un père de famille. On avait des repas, les 4 garçons à tous les fins de semaine. C'est tout fini, ça. Ça a déchiré la famille, ça a déchiré. Qu'est-ce que j'ai appris à ce moment-là, pour faire une histoire courte? J'ai appris qu'il n'y avait pas de justice pour moi. C'est impossible, là, parce que depuis le début, Sylvain, je tiens à le dire, là, on y croyait pas. Hein, non, ça va s'arrêter. Ça se peut pas. Ouais. Depuis le début, puis là, tout tombait. La banque tire la plug, la Sodec m'a retiré mon fonds de roulement. Là, tout dégringole. Là, puis entre-temps, j'ai eu un de mes enfants qui a vu ça terriblement. Fait que, qu'est-ce que j'ai appris? C'est de l'injustice complètement. Puis ce que j'ai appris aussi, je tiens à le dire, que quand Stéphane dit qu'il n'a rien fait, c'est naturel. Mais t'es le seul à l'avoir fait. Rentre-toi en compte, Stéphane. T'es le seul. Après ça, on a eu Backward. Après ça, c'est ça que j'ai appris, l'amitié de Stéphane. J'ai appris ça au début. Mais à cet égard, là, je veux dire, rendons à César ce qui revient à César. Là. Il m'est arrivé dans la vie de vivre aussi une épreuve. Puis un des seuls à m'avoir rappelé après cette épreuve, ça a été François. Et ça, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas oublier. Là. Tu réalises que quand les choses vont bien, les amis, là, il y en a une peste. Quand les choses vont moins bien, tu les comptes sur les doigts d'une main, les amis. Hein? Les vrais amis se révèlent et les faux amis, les profiteurs se révèlent tout autant. Et j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un qui, sans payer de mine, tenait à moi, puis ça m'a beaucoup touché. Puis ça fait partie des raisons aussi qui m'ont amené à embarquer dans cette histoire-là. Quand un ami, excusez-moi l'expression, quand un ami est dans marde, là, tu as le choix. Tu le regardes s'embourber ou tu te dis, je vais lui tendre la main pour essayer de le sortir de là, pour essayer de contribuer du moins à le sortir de là. Et donc, c'est une des fameuses 5 raisons que j'évoque dans la préface de la nouvelle édition d'Ansel et Gretel qui m'ont amené à embarquer dans cette histoire-là. Moi, je suis reconnaissant à François d'avoir été là au moment où plus personne n'était là. Et je me suis dit, quand même, il resterait que moi, ben, je serai là quand il y aura besoin. On parle toujours, il y a la présomption d'innocence où, bon, tu peux te faire accuser, mais tu es innocent jusqu'à ce qu'on prouve que. Mais dans un cas comme ça, se faire embarquer par la police, se faire amener au poste, tout ce que vous avez subi sans même être accusé, est-ce que c'est particulier à ce cas-là à cause de la pornographie juvénile qui a été rattachée? C'est très dur d'être accusé parce que déjà là, pour tout le monde, tu es coupable, puis tu restes coupable. Pour les banques, tu deviens un risque réputationnel. Pour les gens, tu deviens un risque. Certains auteurs, tu le sais très bien, Sylvain, on est devenu un risque réputationnel. Les gens, tu sais, Stéphane dit des vrais amis. Moi, il m'en est pas resté beaucoup d'amis avec ce qui est arrivé. Tu sais, des gens qui se sont levés, qui m'ont appuyé, j'en ai pas beaucoup. Moi, je pense que. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, quand tu es accusé de quelque chose dans la vie, que ce soit un vol à l'étalage ou, je sais pas moi, voie de fait, violence conjugale, il y a un dicton qui dit « Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose ». Alors, indépendamment du jugement en bout de piste, il y aura toujours des gens qui diront « C'est un voleur, c'est un violeur, c'est un gars violent, c'est bon ». Indépendamment du jugement, là, indépendamment que la Cour ait jugé qu'il n'y avait pas de preuves raisonnables ou au contraire que toutes les preuves pointaient dans l'autre sens, il y aura des gens qui conserveront un préjugé défavorable à l'égard de la personne. Mais il y a certains crimes
qui apparaissent encore plus infamants dans la culture populaire. Puis la violence conjugale en est un, mais la pornographie juvénile est probablement l'un des pires crimes qu'on puisse imaginer. C'est tellement vrai que les personnes qui se livrent à ce genre de choses, lorsqu'elles se retrouvent derrière les barreaux, généralement subissent une toute autre justice de la part des autres prisonniers, des autres criminels. Alors, c'est dire à quel point la charge est lourde à porter pour celles et ceux qui se voient accusés de pornographie juvénile. C'est incommensurable la pression qu'ont eu à subir et que subissent toujours Yvan, François, Nicolas, les éditions ADA. Mais encore une fois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, à toute chose, malheur est bon. Il y a probablement des auteurs qui vous ont fui. Il y a probablement des auteurs qui aujourd'hui aimeraient être dans la collection des contes interdits. Il y a quelque chose qui me dit que Convaincu. Il y a aussi tout l'aspect. Yvan, je l'ai reçu dans un live, il me racontait que, bon, plusieurs voitures de police, milieu de la nuit, c'est quasiment une descente de police comme s'il serait un tueur en série, alors qu'on parle d'un livre, C'est un quelques livre paragraphes. de science-fiction, Sylvain. Ouais, Oui, c'est vraiment. Est-ce que c'est quelque chose, selon vous, vous avez été impliqué dans la sécurité publique, alors vous connaissez peut-être. Est-ce que c'est quelque chose qui est normal pour la police d'agir comme ça avec autant de moyens pour un livre? clairement, dans mon livre à moi, il y a eu un déploiement policier absolument démesuré. Je pense, puis le juge Blanchard l'a dit dans son jugement, il y a des reproches à adresser à la Sûreté du Québec dans la façon dont elle a traité la chose. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Mais moi, ce qui m'a le plus blessé comme ancien ministre de la Sécurité publique, qui a trop brièvement, malheureusement, tenté de tout mettre en œuvre pour lutter contre le crime, c'est de penser que pendant que la police, pendant que les procureurs dépensaient temps, énergie et argent sur ce cas, il y avait de véritables petites victimes qui continuaient de souffrir en silence quelque part, un peu partout sur le territoire québécois, et qui auraient eu besoin que la police, que les procureurs interviennent, mais qui étaient peut-être trop occupés à faire autre chose. Je pense qu'il... Puis là, je veux surtout pas donner l'impression qu'il faille ne pas avoir confiance dans notre système de justice. Parce que le jugement a démontré qu'il y avait toujours lieu d'avoir confiance dans notre système de justice. Mais je comprends le désarroi de nombre de Québécoises et Québécois qui ont vu plusieurs criminels, plusieurs véritables criminels potentiels échapper à la rigueur de la justice et de voir la justice s'acharner sur un cas comme celui-là. Il y a beaucoup de Québécois, et j'étais du nombre, qui étaient un peu désemparés face à cette situation. Et comme ancien ministre de la Sécurité publique, je dois dire que je me sentais particulièrement concerné par le fait qu'on ne mettait pas les énergies au bon endroit, quant à moi. Et ça, ça venait me chercher profondément parce que je sais les policiers euh, intègres, honnêtes, amoureux de leur métier, désireux de lutter contre le crime. Et je m'expliquais mal qu'on ait perdu autant de temps, d'énergie et d'argent sur ce cas, alors qu'il y aurait eu tant à faire, notamment pour lutter contre la pornographie juvénile. On en a entendu parler, là, hein? Un peu, un peu dans la foulée de la fin de l'affaire Hansel et Gretel, on a entendu parler d'une firme montréalaise qui mettait en ligne des scènes, de véritables scènes impliquant de véritables enfants euh, qui, qu'on amenait, qu'on forçait à s'adonner à des jeux sexuels.
vous pensez pas que ces enfants-là auraient eu davantage besoin de l'aide de l'État que le personnage fictif de Hansel et Gretel? Eh Ouais. bien non. L'État dépensait temps, argent et énergie à essayer de prouver un point de droit théorique sur le dos d'honnêtes citoyens. Et ça, pour moi, c'était comme ancien ministre de la Sécurité publique, c'était totalement inadmissible. Moi, En je effet, voudrais poser une question. Je ne suis pas l'animateur, hein, mais rendez-vous compte qu'un matin, le groupe ADA ne sera plus jamais comme avant, parce que plein de raisons. On a dû fermer la distribution, tout ça. Mais disons, on produisait 350 nouveautés. On va en produire peut-être 100 cette année. Ça veut dire qu'il y a 250 livres, juste pendant 10 ans, il y a 250 auteurs par année québécois qui ne feront pas l'essai d'écrire un livre. Ce qu'il faut comprendre, comme disait si bien Stéphane tantôt, il faut faire l'exercice d'écrire et de publier pour trouver ce que son public aime. Ça veut dire qu'il y a 2500 minimum en 10 ans. Puis là, je vais revenir aussi au point, les 100 personnes les plus directes et indirectes qui ont perdu leur emploi chez ADA, parce qu'on faisait vivre des sous-traitants à temps plein, nous autres. Comment ça coûterait à recréer ça un matin? C'est effrayant ce qu'ils ont fait, là. Ils ont détruit une entreprise québécoise culturelle qui se relève grâce à la jeunesse, mais difficilement. On a brisé notre nom à l'international. Moi, j'ai perdu les droits des films Disney. Est-ce que Disney veut un jour s'associer à François Doucet ou à ADA, qui a été poursuivi pour pédophilie? Disney qui est la magie? Jamais. Fait que tout ça, est-ce que des gens se sont posé une question? Ces gens-là qui ont le pouvoir, comment ils peuvent en abuser à ce point-là de détruire une entreprise culturelle québécoise? C'est ça mon interrogation avec le recul. Moi, c'est you, la commande est d'en haut complètement. Là. Elle l'a dit, la procureure, devant le juge, le premier juge. Tu sais, moi, je suis là avec le recul. Là. Comment ça coûterait? Comment que le gouvernement donne pour créer 100 emplois à des entreprises? Comment le gouvernement peut donner à une entreprise culturelle de créer 250 nouveautés québécoises? Des œuvres québécoises. C'est effrayant, là. C'est effrayant d'avoir fait ça pour moi. Mais je vous pose la question, comment vous voyez ça? Moi, j'aimerais ça entendre Stéphane là-dessus. Ouais. Ben, comme je le disais un peu plus tôt, je pense que la décision a été prise froidement, puis le DPCP se fait fort de se dire indépendant du gouvernement. Fait que le gouvernement peut d'une main investir dans le développement culturel, puis de l'autre main, le DPCP va faire poser les gestes qu'il a posés avec les conséquences dramatiques que ça a eu pour votre entreprise, pour vos auteurs, pour les membres de votre personnel, parce que là, on ne le dira jamais assez, là. Yvan, François, Nicolas ont vécu un drame personnel. Mais il y a des gens qui ont perdu leur emploi, là. Donc, eux autres aussi, à un moment donné, ils ont vécu un drame personnel lié à cette décision de la part des grands bons du DPCP de faire un test, de prouver un point juridique à travers les tribunaux, et ce, sans tenir compte des impacts sur les personnes concernées. Or, il y a beaucoup de personnes concernées qui ont été touchées et qui ont subi les conséquences de cette décision invraisemblable et insensible de la part des grands bons du DPCP. Parce que je reviens à mon témoignage en commission parlementaire en 2018. Yves Morancy m'a dit c'est pas parce qu'on a une plainte puis qu'on a ouvert une enquête, parce que techniquement, on doit ouvrir une enquête quand il y a une plainte. C'est pas parce qu'il y a une enquête que ça se traduit nécessairement en poursuite. Or, je sais très bien de sources sûres que la première décision a été de ne pas intenter de poursuite. Et cette décision a été renversée en plus haut lieu au DPCP parce que là, il y avait quelque chose qui ressemblait à une volonté d'aller au bout. Mais pas d'aller au bout
de la démarche pour nécessairement faire condamner Yvan Godbout et les éditions ADA, mais d'aller au bout pour que la Cour se prononce sur la validité des différents articles de loi, les articles du Code pénal qui étaient concernés et qui, comme je le signalais tout à l'heure, étaient un peu contradictoires. Mais de demander à la Cour de se prononcer, ben, c'est pas sans conséquence. Et surtout lorsqu'on sait que le procureur, le ministère public, a décidé de passer outre l'enquête préliminaire, qui est la procédure juridique tout à fait normale. Généralement, on passe outre l'enquête préliminaire dans le cas des Hells Angels, par exemple. Donc, il y a une série de cas particuliers où l'État va procéder par procédure extraordinaire et aller directement en procès. Mais on n'a pas besoin d'être grand clair pour comprendre la raison pour laquelle le DPCP a fait cela. Le DPCP savait pertinemment que la preuve était insuffisante. Mais comme le DPCP voulait se rendre au procès, il savait que si on passait par une enquête préliminaire, le juge déclarerait probablement le non-lieu avant même que ça se rende au procès. Mais ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était de prouver un point de droit. C'était de faire valider des articles du Code criminel. On a donc décidé de passer outre l'enquête préliminaire, ce qui ajoutait à la difficulté de la situation pour Yvan Godbout, pour François Doucet, Nicolas Doucet, les éditions ADA, parce que ce faisant, ils se voyaient privés de la preuve. Et ça leur a pris toute une série de démarches juridiques pour finalement avoir accès à la preuve pour pouvoir préparer leur défense. Mais on jouait vraiment pas à armes égales dans cette histoire-là. Et ça n'avait absolument aucun sens. Parce que, effectivement, puis François a raison de le signaler, d'une part, ça avait des impacts considérables pour des personnes, pas des personnages fictifs, là, pour des vraies personnes, ça avait des impacts considérables. Mais aussi, ça avait des impacts considérables en termes de politique culturelle du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a investi des sommes importantes dans ADA via la SODEC. Et là, tout à coup, c'est comme si on avait investi de notre argent dans ADA absolument pour rien. Parce qu'on a sacré à terre une entreprise qu'on avait soutenue à même les fonds publics. Donc, on a vraiment le sentiment que la main gauche, c'est pas ce que la main droite fait, mais le DPCP se réfugie derrière son indépendance vis-à-vis de l'État québécois pour justifier le fait qu'il y en a un peu rien à cirer du fait qu'il vient de jeter à l'eau des dizaines de milliers de dollars de fonds publics, voire davantage de fonds publics qui ont été investis dans cette entreprise-là pour lui permettre de croître et de diffuser des créateurs québécois. Alors là, c'est complètement à recommencer, là. Des traducteurs, des pigistes, c'est énorme, là. C'est très, très énorme. En passant, on n'a aucun crédit d'impôt sur les comptes interdits. On nous a refusé ça. Ben voyez-vous, ça, c'est une autre injustice, là, que la SODEC ne veuille plus continuer à investir dans ADA alors qu'ils ont été blanchis, là. Qu'on refuse à ADA les crédits d'impôt alors qu'ils ont été blanchis. Alors, moi, je pose la question publiquement, là. Tu sais, on parlait tout à l'heure de mentez, il en restera toujours quelque chose. Là, on parle de préjugés. Bon, un préjugé, là, c'est indécrottable, là. C'est ancré en soi, puis c'est très difficile à... Mais là, on ne parle plus de préjugés, là, on parle de l'État québécois qui, devant un jugement, décide de passer outre le jugement et d'appliquer des règles, des mesures extraordinaires à l'égard d'une entreprise qui ne mérite pas ces mesures extraordinaires. Mais on parle juste des comptes interdits. Les autres crédits d'impôt, on a le droit. Pour les comptes interdits. Ouais, puis... C'est comme Walmart puis non, mais c'est ça. Mais à la rigueur, Walmart puis Costco, là, c'est un choix commercial, puis un peu comme bien d'autres personnes durant toute cette saga-là, voulaient pas être associés au mot pornographie juvénile, puis qui ont décidé de continuer. Bon, c'est un choix commercial. Puis j'invite toutes celles et tous ceux qui veulent acheter les comptes interdits à aller acheter ailleurs. Tout simplement. Mais cela dit, là, on parle de l'État québécois
l'administration de la justice relève de l'État québécois. Or, la justice a tranché. Comment se fait-il qu'on continue à pénaliser ADA pour quelque chose pour lequel l'entreprise a été blanchie? Il n'y a pas de justification au fait qu'on continue de pénaliser ADA, que l'État québécois continue de pénaliser ADA. On ne parle plus de préjugés, là. L'État québécois n'a pas à avoir peur d'être associé au mot pornographie juvénile parce que l'État québécois qui administre la justice est dédouané par le fait que la justice a justement blanchi les éditions ADA. Donc, pourquoi est-ce qu'on continue à pénaliser les éditions ADA? Il n'y a aucune raison pour cela. Et puis ça, c'est une des choses qui est frustrante, c'est malgré qu'il y a eu l'acquittement, que bon, la poursuite n'est plus là, ça ne change rien au fait que financièrement, émotionnellement, vous avez subi des préjudices incroyables. Est-ce que le gouvernement ou le juge ou la cour, est-ce qu'ils ont fait des excuses ou est-ce qu'ils ont dit quelque chose à cet effet-là ou ça a tout simplement été juste le silence? C'est le silence complet. Écoute, je comprends pas. Moi, j'aurais été député au Québec. J'aurais demandé une enquête publique parce que c'est énorme ce qu'ils ont fait, là. C'est parce que n'importe qui peut décider de poursuivre au DPCP, puis c'est blindé le DPCP, hein. C'est les procureurs, la loi les protège seulement, qui veulent, s'ils poursuivent quelqu'un, ils ne veulent pas regarder en arrière, voir s'ils vont être poursuivis, s'ils ont tort, là. La loi est vraiment blindée, là. Il y a eu un cas il y a 22 ans, c'est Proulx qui est tombé d'un fond, qui a réussi à gagner contre le DPCP. Fait que moi, j'aurais aimé que le gouvernement me tende la main, parce que c'est une injustice, hein, que M. Legault m'appelle puis me dise on peut-tu faire de quoi pour remédier à cette injustice-là que vous avez vécue? Mais je rêve en couleur, là, parce que j'avais les droits de Disney. Je rêvais que par magie, quelque chose allait se passer. Je regarde la face de ses fans. Et je crois encore à la magie. Je crois encore à la magie. Oui, je pense. Ben, d'abord, il faut distinguer le code criminel du droit civil. Le code criminel vise à simplement juger s'il y a un acte criminel qui a été posé. Alors, on ne tient pas compte à ce moment-là des dommages-intérêts, des préjudices subis. Ça relève du droit civil. Alors là, il y a une décision qui doit être prise à partir du moment où l'État québécois n'a pas fait le premier pas pour n'a pas posé de geste pour tenter de corriger la chose. Non seulement l'État n'a pas posé de geste pour tenter de corriger, mais l'État continue de pénaliser ADA, comme on l'a évoqué il y a quelques instants. Alors là, il y a une décision qui doit se prendre. Est-ce que sur le plan du droit civil, il y a autre chose qu'on veut faire? Et ça, c'est une décision qui relève des principaux intéressés. Ça ne relève pas de moi. Et ça ne relève pas de l'État québécois à partir du moment où il n'a pas manifesté la moindre intention de corriger quoi que ce soit. Mais on parlait d'un député à l'Assemblée nationale. Tiens, je vais en prendre un au hasard. Guy Ouellet. Guy Ouellet qui a poursuivi l'UPAC, qui a poursuivi le gouvernement québécois parce qu'il a estimé qu'il faisait l'objet d'une injustice, qui faisait l'objet d'une injustice judiciaire, d'une erreur judiciaire. Ben, il a jamais lâché. Et le résultat des courses, c'est qu'il en est arrivé à une entente hors cours et que l'UPAC s'est publiquement excusé, a reconnu avoir fait erreur en procédant à l'arrestation muselée dont il a fait l'objet. Donc, c'est la preuve que l'État québécois, lorsqu'il est poussé dans ses derniers retranchements, ben, il peut faire amende honorable. Maintenant, est-ce que ça va redonner à François ses contrats de Disney? Encore une fois, je pense que non, parce que les entreprises ont des préoccupations de nature commerciale. Ben, je pense que non. On ne le sait pas. Tu sais, à un moment donné, moi, je n'ai pas de boule de cristal, puis la vôtre est certainement aussi bonne que la mienne.
mais on l'a vu avec certaines entreprises qu'on a évoquées tout à l'heure, il y a des préoccupations de nature commerciale qui entrent en ligne de compte dans les décisions qui sont prises. Mais voyez-vous, acheter, c'est voter. Les consommateurs ont également un pouvoir. Les entreprises ne sont pas seules à avoir un pouvoir, les consommateurs ont un pouvoir. Je faisais référence tout à l'heure au jugement des lecteurs. Il faut faire confiance au jugement des consommateurs. Nous avons des opportunités. On peut faire des choix commerciaux, on peut faire des choix économiques. On peut dire qu'on va, on va acheter à telle bannière, puis on ne va pas acheter à telle autre bannière. Ça, c'est des choix qu'on peut faire. À partir du moment où on identifie un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas été nécessairement très correctes avec les éditions ADA, à bon entendeur, salut. Je n'embarquerai pas là-dedans parce que j'ai encore des livres dans des grandes dit. surfaces, mais je voudrais souligner que mon voisin en arrière, qui est encore mon voisin, même si ADA a déménagé un peu plus loin, c'est Lionel Boulet, pour ne pas le nommer, Jean Coutu a continué à prendre des comptes interdits. Fait que je tiens à le souligner. C'est une grande surface québécoise qui a continué à appuyer un Québécois. Je tiens à le dire. Mais je tiens à dire aussi que toutes les librairies.ca au Québec et les libraires et Renaud-Bré et Archambault ont continué à appuyer ADA. Les librairies ont continué à prendre les comptes interdits. Ça, je ne remercierai jamais assez que les librairies, les gens, merci. Ça, il faut remercier tous ces points de vente-là qui ont continué à prendre de l'ADA. Encore, on sait quoi faire. Moi, je vais en profiter aussi pour... oui. Moi, je vais en profiter pour remercier François. En tant qu'auteur à la maison d'édition ADA, durant toute affaire-là, François a toujours été là pour nous. Il nous a écoutés. Il a toujours continué à faire son très bon travail de patron. Et puis, c'est un homme de famille, puis c'est un homme de principe. Alors, c'est pour ça, je crois qu'ADA a du succès maintenant. C'est bâti sur de très bonnes bases. Et ceux les jeunes qui sont là, ils font un travail extraordinaire. Ils suivent ton exemple, François. Ah, mais il faut les féliciter. Les jeunes ont vraiment... LP, Simon, Mathieu Fortin, Nicolas Doucet, Samuel Doucet. Je suis très fier d'eux autres. C'est sûr, la vieille garde, Louis Lachance, puis moi, on est là quasiment depuis le début d'ADA, mais les jeunes, vraiment, ont insufflé un nouveau souffle à ADA. Et je suis très fier de notre catalogue québécois. Je suis très, très fier de tous les choix que font les jeunes, de tous les auteurs qui ont su se lever. Hein. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont assis, mais il y a beaucoup d'auteurs à l'interne qui se sont relevés, comme toi, Sylvain, LP, Simon, les saluer. Merci. François, si vous permettez, je vais te donner le mot de la fin avec une question. Alors, c'est plutôt, je devrais dire, la question de la fin. C'est pas la question qui tue, j'espère? À Tout le monde en parle. Non, j'espère que non. Lors du passage à Tout le monde en parle, Guillaume Lepage t'avait posé une question, savoir si tu avais quelque chose à ajouter ou un dernier mot à dire. Et moi, je te la repose. Ah, mais j'ai bloqué, parce que là, j'ai dit mes amis, mais là, j'aurais tellement voulu dire Stéphane, mon ami Stéphane qui s'est levé depuis le début, j'aurais tellement voulu. C'est après, tu sais, quand tu décompresses, là, mais la dernière chose, j'aurais aimé saluer Stéphane, j'aurais aimé saluer Chantal du club de karaté San-Cudo de Sainte-Julie, puis Claude Dalpé. J'aurais voulu saluer tous ces gens-là qui se sont restés debout en arrière, qui ont osé se mettre de l'avant malgré la controverse que je t'ai accusée. Mais c'est ça, j'aurais aimé vraiment parler de Stéphane, mais ça m'a passé. J'étais gelé, j'avais pas l'habitude de parler comme Stéphane en public. Tu auras peut-être l'occasion de retourner à Tout le monde en parle. Et là, ce coup-là, je te pardonnerai pas de ne pas l'avoir fait. Je penserais pas écoutez, retourner à Tout le monde en parle. Moi, j'ai une proposition. Allez-y ensemble pour parler du livre de Stéphane. J'ai commencé à l'écrire. Mais là, je manque un peu de temps. Mais je vais le finir, je vous le promets.
Mais je passe la porte, mais M. Lepage a été très gentil, puis Danny Turcotte aussi. Hein. Mais je tiens à dire aux gens, 48 heures avant que je passe à Tout le monde en parle, quand c'est sorti, j'ai reçu des messages haineux. Tu vas voir, tu vas te faire planter par Guillaume Lepage, c'est un petit maudit. J'ai pas arrêté de vivre ça. C'était comme 24 heures avant, avec ce qui est arrivé à Guillaume, encore une fois, j'étais rendu au bout, puis ils ont été gentils, là, M. Lepage, M. Turcotte avec moi. Là, je tiens vraiment, là, c'est des gens exceptionnels qui étaient d'une très professionnelle, très. C'était pas vrai que. Mais moi, j'avais peur. J'étais plus. Tu sais, t'es dans la peur depuis 3 ans, là, mais t'as encore peur. T'arrives à Tout le monde en parle, tu te dis, ils vont-tu le DPCP va-tu contester la décision du juge Blanchard? Ils ont 30 jours, tu sais, c'est comme. Ah, ben oui. Excusez. Ah non, je te comprends. Moi, j'ai déjà donné 2 entrevues à Robert Guy Scully, dont les opinions politiques sont différentes des miennes. Puis je pensais me faire dépecer vivant. Puis ça a été une expérience extrêmement agréable pour discuter d'une œuvre littéraire, d'ailleurs, pour discuter des Rois maudits de Maurice Druon. Donc, tu fais des conférences? Wow. Oui, j'ai fait une conférence sur les Rois maudits, puis ça a l'air que j'ai été tellement bon qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me voit, il m'invite à une autre place. Puis ça doit faire une quinzaine de fois que je la donne depuis le début. Mais ça devait être un one-shot deal. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, puis c'est d'ailleurs cette histoire avec Robert Guy Scully qui a donné lieu à ma toute première conférence sur les Rois maudits. Mais c'était pour discuter effectivement d'une œuvre littéraire absolument fascinante. Moi, je dis souvent, l'imaginaire de nos auteurs est extraordinaire, mais l'histoire est souvent regorge de petits trésors qui feraient rougir certains auteurs, tellement les détails sont succulents et les rebondissements inattendus. C'est beau de voir votre passion pour la littérature, je dois avouer. Ben, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là ce soir et puis d'avoir accepté la rencontre. Je sais que pour François, ce n'est pas toujours évident d'en parler à nouveau, mais je te remercie beaucoup d'avoir été là. Et M. Bergeron, une petite question. Oui. Votre futur, je pensais à vous, vous êtes député de Montarville. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le futur pour vous ou des plans, quelque chose qui va se passer dont vous aimeriez parler? Dans le futur très immédiat, j'entends solliciter un nouveau mandat pour l'élection qui aura probablement lieu fin août, début septembre. Donc, je serai entre les mains des citoyennes et des citoyens de Montarville. S'ils me font l'honneur de m'accorder de nouveau leur confiance, je siégerai de nouveau à la Chambre des communes pour une période de je ne sais pas combien de temps, tout dépendant s'il s'agira d'un gouvernement majoritaire ou minoritaire. Mais au terme de cette expérience-là, peut-être finirai-je le livre que j'ai commencé à écrire. Et si d'aventure les citoyens de Montarville devaient me réserver une autre mauvaise surprise dans mon existence, je sais qu'il y aura quelqu'un qui me téléphonera et qui me dira « Stéphane, c'est pour quand ton livre? » Ben moi, j'invite tous les citoyens. Oui, j'invite tous les citoyens de Montarville à faire en sorte que vous restiez en votre poste parce que vous faites un travail incroyable. Merci, c'est très gentil, j'apprécie beaucoup. Merci, merci, messieurs, et merci aux administrateurs du groupe. Ah oui, les administrateurs du groupe ont toujours été de notre côté tout au long de cette saga. Bravo Isabelle, bravo. Oui, bravo tout le monde et les gens qui nous écoutent. Alors, bonne soirée. Bonne soirée, puis bon match du Canadien. Je ne sais pas où ça en est. Y a-tu quelqu'un qui a le pointage, savoir où est-ce que ça en est? La première chose que tout le monde va regarder quand on va être déconnecté. Mais je suis sûr que parmi les quelques-uns qui sont connectés avec nous, ils suivent d'un œil furtif sur le téléviseur le résultat. Alors peut-être quelqu'un pourrait nous le partager dans le chat ou je ne sais pas trop quoi, mais c'est rendu combien le pointage? Oh, 1-0 pour Tampa Bay. Ah non, j'aurais mieux ne pas le savoir. Ah, mais c'est pas fini, c'est pas fini. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Au fond, j'ai été bien content de ne pas avoir ce but-là, puis qu'on ait passé tout ce temps-là ensemble. J'adore ça. Ben, parfait. Ben, merci, monsieur, et allez écouter le reste du match. Bonne fin de soirée, au plaisir. Merci. Au revoir. Bye.